Bonjour et merci de nous retrouver en ce dimanche matin, première matinale de la semaine qui s'ouvre comme tous les dimanches avec l'incontournable Dror Evans Sapir. Bonjour Dror. Bonjour Nathalie. Je dis incontournable puisque nous sommes exactement à 9 jours des élections et que ce matin, comme le reste de la semaine préélectorale, vous allez décrypter pour nous la campagne, les nouveaux spots, les sondages. Et on reviendra bien sûr plus en détail sur Naftali Bennett qui fait encore trembler Benyamin Netanyahou. Et puis en fin d'émission, nous accueillerons Leslie Amselem qui déshabillera, ou plutôt rhabillera, nos hommes et femmes politiques. Mais on commence avant tout avec les titres de l'actu et Elsa Mimoun. Bonjour Elsa. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Et on commence avec ce raid tragique en Somalie. 2 militaires français et un otage tué. C'est le bilan de l'assaut mené par l'armée française dans la nuit de vendredi à samedi en Somalie afin de libérer Denis Alex, agent de la DGSE retenu en otage depuis 2009. Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, a affirmé que l'otage avait été abattu par ses geôliers. Le ministre de la Défense a également présenté ses condoléances aux familles des militaires tués. Notre mission n'est pas achevée, c'est ce qu'a déclaré François Hollande dans le cadre de l'opération engagée contre les islamistes au Mali. Les bombardements aériens français se sont poursuivis samedi dans le centre du pays. Le chef du gouvernement a fait part de sa confiance dans la réussite de cette opération qui, selon lui, durera le temps nécessaire. Et en France, toujours le président François Hollande a annoncé que le plan Vigipirate sera renforcé dans le pays. Le chef de l'État s'est exprimé à l'issue du Conseil de défense portant sur l'intervention française au Mali, ainsi que sur l'opération ratée en Somalie. Une déclaration qui intervient après que certains groupes islamistes ont menacé la France. L'actualité également avec la Syrie. La Russie a appelé à lancer un processus de transition politique sans ingérence extérieure et ce alors que la spirale de violence a encore fait des dizaines de morts ce week-end. La Suisse de son côté va faire part à l'ONU d'une pétition réclamant la saisine de la Cour pénale internationale pour les crimes commis en Syrie. Et en Israël, à présent, l'évacuation du camp palestinien Bab Shams en territoire E1 vient de prendre fin. La Cour suprême de l'État d'Israël a affirmé qu'il se trouvait en zone militaire fermée. Une vingtaine de tentes avaient été installées par des militants palestiniens depuis 2 jours dans cette zone particulièrement sensible où le gouvernement israélien, je vous le rappelle, avait annoncé récemment un nouveau projet de construction. Et puis toujours des nouvelles de l'État hébreu. Le rabbin Ovadia Yosef a été admis à l'hôpital. Selon le personnel médical, la figure spirituelle du parti ultra-orthodoxe Chasse aurait subi un léger accident cérébral. Il va rester hospitalisé pour des examens complémentaires. Voilà pour ce flash. Retour à vous Nathalie sur le plateau de la matinale. Excellente journée à tous. Merci Elsa pour ces titres. On l'entendait Dror donc dans ce qu'Elsa vient de dire dans les titres de ce matin. Le Rav Ovadia Yosef hospitalisé. Un coup dur donc pour le Chasse à 1 semaine, un peu plus, des élections. Un coup dur, oui ou non, puisque bon, il faut préciser, Elsa l'a fait, que le rabbin Ovadia Yosef va bien, qu'il est très probable qu'il soit libérer de l'hôpital dans les prochains jours. C'est pas forcément un coup dur, Nathalie, parce que ça peut remobiliser l'électorat du Chasse qui est un petit peu déboussolé. Les sondages sont pas très brillants pour le Chasse ces derniers temps, autour de 10-11 sièges. C'est ce qu'ils ont dans la Knesset actuelle, mais pas davantage. En tout cas, les sondages ne leur prévoient pas un grand succès pour le Chasse cette année. Il est concurrencé par 2 autres partis qui lorgnent sur le même électorat. Le parti dirigé par le rabbin Amnon Yitzhak, un autre parti qu'on connaît mieux ici, dirigé par le rabbin Chaim Amsalem. Donc il est concurrencé en fait à la fois sur sa droite et sur sa gauche, entre guillemets, ce qui explique un petit peu sa mauvaise santé dans les sondages. Et si le rabbin Ovadia Yosef a subi donc une attaque cérébrale légère, eh bien ça peut peut-être remobiliser un électorat qui est encore une fois un petit peu déboussolé. Alors remobiliser l'électorat, c'est justement ce dont nous voulions parler ce matin avec les différents spots de campagne. Les spots de campagne qui ont commencé à être diffusés en milieu de semaine dernière. On en reparle, on va en diffuser quelques-uns. Vous commencez par lequel, Dror? D'abord, un mot quand même sur les tashdirim, ce qu'on appelle les tashdirim en Israël, les spots de campagne. On dit beaucoup, tout le monde le répète, que leur influence sur l'électorat n'est plus ce qu'elle l'était. Aujourd'hui, on est à l'époque de l'Internet, des réseaux sociaux, et que donc les spots télévisés ont beaucoup moins d'influence qu'auparavant. C'est vrai, et en même temps, on a eu des cas dans l'histoire encore récente, dans l'histoire politique du pays, dans l'histoire électorale du pays, de spots qui ont marqué les esprits et qui ont quand même changé la donne au niveau des résultats. Alors on va commencer avec le spot qui a fait le plus parler de lui. On parlait du rabbin Ovadia Yosef, et bien justement, on va voir maintenant
un spot, en tout cas un extrait d'un spot qui a fait scandale, celui du Chasse. Le spot du parti Chasse, on le regarde tout de suite. Alors, ce qui se passe là, c'est que sous une traditionnelle choupa, eh bien, une mariée, une grande blonde qui parle avec un accent russe caricatural, obtient instantanément par fax, par facsimilé, un certificat de judaïsme. Il lui a suffi de composer le dièse conversion pour devenir juive. Et le marié, vous le voyez, il est très surpris, il est même abasourdi par cette révélation de toute dernière minute. Sa fiancée ne serait pas juive. Évidemment, c'est un spot qui a fait scandale. C'est un spot qui, alors, on peut pas dire... seulement à ce propos, il a fait scandale aussi avec la maman de la mariée qui porte une jupe un peu trop courte, selon certains adhérents du Chasse. On voit le scandale où on veut. Moi, personnellement, ce qui m'a beaucoup plus choqué que la jupe courte de la mère de la mariée, c'est tout simplement les préjugés sur la population russophone, considérée comme dont le judaïsme, en quelque sorte, la judaïté est remise en question. Et là, le Chasse s'attaque au parti Israël Beiteinu d'Avigdor Lieberman, qui a comme projet effectivement de faciliter les processus de conversion au judaïsme d'une partie de la population russophone, qui sont des processus très longs, très fastidieux. Ce spot est méprisant, il est raciste, et il a été retiré de la diffusion. Autre spot avec lequel on continue notre analyse donc, des différents spots de campagne, le spot du Likoud Beiteinu. Le parti donc de Benjamin Netanyahou associé à celui d'Avigdor Lieberman. Voilà, alors la vieille ville de Jérusalem, le judaïsme, Avigdor Lieberman et Benjamin Netanyahou qui se serrent la main. Et ce qui revient beaucoup dans ces spots, ce sont deux termes, le terme de fierté des acquis ou de ce qui est présenté comme étant les acquis du gouvernement sortant, et aussi le mot fort, un Premier ministre fort pour un État fort, et le présentateur qui donne sa voix à ces spots insiste sur ce mot, le mot chazak en hébreu. Lorsqu'on écoute bien avec une oreille attentive ces spots, on se rend compte que le mot chazak, les chazek, renforcé, le mot chazak fort, eh bien, et insister, et c'est donc le message tout simplement qui la passe, sécurité, savoir, la défense, et surtout un message directement adressé à l'électorat de droite pour qu'il ne disperse pas ses voix et qu'il renforce, encore une fois, le terme de fort, de renforcer, et qu'il renforce le Premier ministre actuel. Renforcer Benjamin Netanyahou pour qu'il n'ait pas de mal ensuite à former une coalition. L'autre spot de campagne sur lesquels on a voulu se concentrer ce matin, le parti travailliste avec Shelly Yachimovitch à sa tête, on le regarde tout de suite. Alors là, on a un changement d'ambiance. Shelly Yachimovitch, donc, qui insiste sur l'aspect personnel, sur la proximité entre un leader politique, en l'occurrence Shelly Yachimovitch, et ses électeurs. Elle parle là de son enfance, elle parle de son parcours politique, elle parle de l'éveil de sa conscience politique, de sa préoccupation pour les causes sociales. Donc finalement, le message qui passe, c'est Shelly Yachimovitch, une leader politique, mais à visage humain et à hauteur d'homme en quelque sorte. À hauteur d'homme. Le prochain spot sur lequel nous avons voulu nous concentrer, c'est celui de Tzipi Livni avec son parti Atnoua. Et là, pour le coup, Tzipi Livni table un peu plus sur la peur que représente le parti de Benjamin Netanyahou et Avigdor Lieberman. Oui, c'est paradoxal parce que le slogan de campagne, c'est « L'espoir va vaincre la peur ». Et là, c'est un spot qui fait un peu peur quand même. On voit une Tzipi Livni virulente qui tape du poing sur la table et en s'attaquant bien évidemment à la politique menée par Benjamin Netanyahou. On sait que le parti de Tzipi Livni est en difficulté dans les sondages ces derniers temps. C'est pas dû à ces spots, hein, c'est dû à plusieurs erreurs de campagne de la part de l'ancien ministre des Affaires étrangères, mais en tout cas, ces spots électoraux ne vont pas arranger sa situation probablement. Un autre parti, Dror, le parti Hadash. On voit tout de suite se diffuser le clip, le spot de campagne avec différentes personnalités israéliennes. Dror, je vous laisse commenter. Le parti Hadash, c'est un parti d'extrême gauche qui est formé autour du parti communiste. C'est un parti judéo-arabe, même si l'essentiel de son électorat est arabe-israélien. Et là, ce qu'on a vu plutôt tout à l'heure, ce sont des jeunes israéliens qui se promènent dans la rue. Le parti Hadash compte et espère obtenir davantage de voix dans la jeunesse de gauche, surtout à Tel Aviv. Et c'est un petit peu à la mode de soutenir le Hadash, donc une certaine jeunesse tel-avivienne, et le Hadash insiste dans ce spot sur cette jeunesse. Dror, je sais qu'il vous tient à cœur de parler de Yair Lapid, ce séducteur de la campagne. On va en reparler tout à l'heure sûrement avec Leslie Amselem qui va décrypter sa tenue vestimentaire. Yair Lapid et son mouvement Yesh Atid, son spot est particulièrement représenté
représentatif puisque on ne voit pas Yair Lapid, on l'entend. Dans celui-là, il y a d'autres spots où on le voit, ou d'autres spots même où on ne voit que lui. Là, bon, le message est clair, il est adressé aux classes moyennes israéliennes, à celles qui payent beaucoup d'impôts, qui servent dans l'armée, qui ensuite effectuent des périodes de réserve militaire, à cette même classe moyenne dont Yair Lapid se veut le champion. Il a même déclaré que son parti avait pour vocation d'être le chasse des classes moyennes israéliennes. Dror, le véritable objectif de tous ces spots de campagne, finalement, c'est plutôt d'inciter les électeurs à aller voter. Il y a encore beaucoup d'indécis. Le Yediot Ahronot s'en faisait l'écho ce matin. Effectivement, le parti des indécis, entre guillemets, serait le deuxième plus grand parti de la Knesset si on traduisait en termes de mandat le pourcentage d'électeurs israéliens qui n'ont pas encore fait leur choix à une semaine et demie des élections. 18%. 18% des électeurs israéliens ne se sont pas encore décidés, ne savent pas encore quel bulletin ils vont glisser dans l'urne le 22 janvier. C'est énorme, ça correspond environ à 21 sièges. Donc c'est à ces indécis que ce spot justement s'adresse. C'est un spot diffusé par le gouvernement pour motiver les électeurs à se rendre aux urnes la semaine prochaine, le 22 janvier. Voilà, là on voit un couple qu'on pourrait qualifier de Tel Aviviens caricaturaux qui boivent leur café à four, leur café au lait à la terrasse d'un café de Tel Aviv et qui se plaignent. Et le message du spot qui est très humoristique, c'est « Arrêtez de vous plaindre ». Voilà la police qui arrive, la police des plaintes. Attention, vous n'avez pas le droit de vous plaindre parce que vous n'avez pas voté aux dernières élections. C'est ça le message. Pour arrêter de vous plaindre, voilà. Vous ne pourrez vous plaindre. Celui qui vote, c'est celui qui a de l'influence. Le message, c'est que vous ne pourrez vous plaindre que si vous votez. Si vous ne votez pas, et si vous avez un gouvernement qui ne correspond pas à vos idées, eh bien, vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Vous auriez dû vous déplacer le 22 janvier et mettre un bulletin, quel qu'il soit, dans l'urne. Alors, le public visé, c'est clair, hein, c'est le public d'une certaine jeunesse israélienne qui se désintéresse de la politique et est parfois désabusé, qui est parfois même dégoûté par les différentes manœuvres politiciennes dont on a parlé au cours de ces dernières semaines. Là, c'est un spot humoristique, donc encore une fois, il s'agit de remobiliser cet électorat-là et de l'inciter à aller aux urnes, parce qu'effectivement, c'est dans cet électorat, dans cette jeunesse israélienne plutôt éduquée, plutôt laïcisée, qu'on trouve les plus hauts taux d'abstention dans les populations religieuses, ultra-orthodoxes ou religieuses dans les implantations des territoires de Judée-Samarie. Le taux de participation au vote est beaucoup plus élevé. Dror, il y en a un que l'abstention ne risque pas d'inquiéter. Manifestement, c'est Naftali Bennett qui n'arrête pas de monter dans les sondages. On ne le présente plus, c'est l'étoile montante de la droite nationaliste religieuse. Son parti, Abait HaYehudi, le foyer juif en français, devrait faire une percée fulgurante lors des législatives. Il est crédité de 14 sièges par les sondages contre 3 actuellement. Son message tient en quelques mots. Abait HaYehudi, c'est votre maison, un parti qui vous ressemble. La réalité est légèrement plus complexe. Décryptage avec Fleur Citruc. À 40 ans, Naftali Bennett cumule tous les clichés de la réussite version israélienne. Ancien officier des forces spéciales de l'armée, ce fils d'immigrés américains fait une carrière fulgurante dans le high-tech et revend sa start-up en 2005 pour 145 millions de dollars. Naftali Bennett a amené une nouvelle âme au parti. Avant lui, nous n'avions que 3 mandats, nous n'apparaissions pas dans les sondages, on ne comptait même pas nos voix. Et voilà, quelqu'un qui vient, se présente aux primaires, rafle 70% des voix et maintenant porte le parti uniquement par idéologie. Organisation au cordeau, show à l'américaine, Naftali Bennett utilise toutes les ficelles de la communication politique. L'ancien chef de cabinet de Benjamin Netanyahou a été à bonne école. Jusqu'ici, on a parlé idéologie, maintenant parlons business. Je demande à chacun d'entre vous d'aller voir toute sa famille, tous ses amis, et de leur dire en tête à tous ceux qui doivent être convaincus, tu as une maison, le foyer juif. Merci beaucoup. Tout en conservant les fondamentaux du parti, un grand Israël, pas d'État palestinien, des mesures sociales, Naftali Bennett a voulu adoucir l'image du foyer juif. Nous sommes le vrai parti du centre en Israël. De très nombreux partis ont viré fortement à gauche. Hi,
Le parti vise désormais également un public juif non religieux. Pour la première fois, une candidate laïque, ancienne collaboratrice de Naftali Bennett, figure sur la liste des candidats. Ayelet Shaked est sur tous les plateaux télé. Mais c'est bien sur la religion que ça coince. Sur les 10 premiers candidats de la liste, 4 sont issus de Tkouma, qui défend une ligne ultra-orthodoxe, pas vraiment celle mise en avant par le parti. Le peuple juif, dans sa totalité, devrait trouver son havre dans ce parti, qu'il soit religieux ou non religieux. Parce que même celui qui n'est pas religieux, en fin de compte, il est religieux plus ou moins. Ce rabbin, le Rav Aviner, a par exemple rédigé récemment un commentaire dans la presse sur la manière très stricte dont devraient s'habiller pour être décentes les petites filles dès l'âge de 3 ans. Et à la question « Qu'est-ce qui primera quand vous serez élu à la Knesset, la loi israélienne ou la loi de la Torah ?» certains candidats ont bien du mal à répondre. Laisse-moi, je ne suis pas prête à répondre à ce genre de questions. Je peux te dire une chose, l'État d'Israël est d'abord juif et ensuite démocratique, dans cet ordre. Pourtant, ce ne sont pas forcément les attentes d'une partie de l'électorat de Naftali Bennett. J'espère que ce sera lui, il prendra conseil auprès des rabbins, mais les décisions doivent être politiques et non religieuses. Et si ce n'est pas le cas? Si ce n'est pas le cas, aux prochaines élections, ils ne passeront plus. Alors Dror, la loi démocratique israélienne ou la loi de la religion juive? Alors c'est effectivement le dilemme de ce parti. Vous savez que Abba Yehoudi, c'est l'expression moderne de ce qu'on appelait le parti national religieux, le Mafdal, le parti national religieux. Et lorsqu'on demandait au leader historique de ce parti, quelqu'un qui s'appelait Yosef Bourg, quel était le plus important entre le national ou le démocratique et le religieux, vous savez ce qu'il répondait? Il répondait le trait d'union. Et je pense que tout le dilemme est là, hein, tout le dilemme actuel de ce parti, à savoir quelle place donner à l'autorité rabbinique. Et dans le reportage de Fleur, on a vu certains rabbins ont une influence très grande sur ce parti, à Beit Yehoudi, et quelle place donner à l'autorité de l'État, aux prises de décision démocratiques. Et donc, on a vu à travers toute la campagne que Naftali Bennett s'est adressé à un public jeune, pas forcément religieux, et ça marche. Hein, il y a beaucoup d'électeurs non religieux qui sont prêts à glisser un bulletin Abba Yehoudi dans l'urne le 22 janvier. Et donc on voit d'ailleurs les candidats qu'il met en avant, notamment Ayelet Shaked, qui est jeune tel-avivienne, laïque. Donc on sent que le message s'adresse au public qui n'est pas le public naturel, l'électorat naturel du Parti national religieux. On va peut-être voir d'ailleurs, on parlait des spots de campagne, on va peut-être voir rapidement celui de Naftali Bennett. Voilà, là on voit un politicien tout à fait bien habillé qui réajuste sa cravate et la caméra va se déplacer vers le bas. 2 paires de chaussures militaires de couleur rouge. Hein. D'ailleurs, ce sont les bottes portées par les unités d'élite, par les parachutistes. Là aussi, le message il est clair. Naftali Bennett insiste beaucoup sur son parcours prestigieux à l'armée en tant qu'officier, ancien officier des unités d'élite de Tsahal. Et dans sa liste, il y a effectivement beaucoup d'anciens officiers. Là, il joue sur la fibre un petit peu patriotique de l'électorat israélien, avec tout ce prestige qui entoure encore, dans une certaine partie de la population israélienne, les états de service au sein des meilleures unités de Tsahal. Alors justement, Dror, un lien direct avec ce que vous étiez en train de dire au début de cette émission. Naftali Bennett et son parti augmentent dans les sondages. Le nombre de sièges qui leur est attribué augmente de jour en jour. Des sondages qui étaient auparavant réalisés uniquement par téléphone, sur le téléphone fixe de la population israélienne. Aujourd'hui, ça s'élargit, ça s'ouvre au téléphone portable, à Internet. Est-ce à dire que ces sondages seraient de plus en plus efficaces, on peut s'y fier de plus en plus? C'est possible parce que les instituts de sondage ont pris conscience de cette difficulté qui fait qu'aujourd'hui le téléphone fixe en Israël, comme un petit peu partout dans le monde occidental, est de moins en moins utilisé. Notamment, on a beaucoup parlé aujourd'hui, vous l'avez remarqué Nathalie, de l'électorat jeune, un électorat qui est tenté par l'abstention, d'où le spot sur la police des plaintes qu'on a vu, ce spot assez drôle. On a beaucoup parlé aussi du fait que Naftali Bennett visait sa campagne électorale vers ce même l'électorat jeune, l'électorat qui va voter pour la première fois la semaine prochaine. Eh bien, cet électorat jeune, il a assez peu de téléphones portables. En général, de téléphones fixes, pardon. En général, il a plutôt un téléphone portable. Et d'ailleurs, je me rappelle avoir lu quelque part
dans un journal un analyste politique qui disait que maintenant, quand le téléphone sonne à la maison, eh bien, on sait que c'est le sondeur, puisque plus personne quasiment n'utilise le téléphone fixe. Là, le téléphone sonne à la maison, donc c'est certainement l'un des instituts de sondage qui va nous interroger. Des instituts de sondage où Shelly Yakhimovic, Tzipi Livni, Benyamin Netanyahu qui téléphonent pour dire « votez pour moi ». Effectivement, ça aussi c'est de plus en plus fréquent, des messages enregistrés de la part des leaders politiques qui téléphonent à domicile. Mais tous les instituts de sondage ne prennent pas en compte encore cette nouvelle réalité et continuent à effectuer leur sondage avec uniquement des téléphones fixes, ce qui peut donner des résultats qui sont loin de correspondre à la réalité. Donc quand on parle des dernières enquêtes, c'est à manier avec précaution et avec... C'est à manier avec précaution, même si la plupart des instituts de sondage ont pris en compte cette nouvelle donne et essayent de plus en plus d'atteindre le public qui ne dispose que de téléphones portables. Et il y a aussi des sondages sur Internet, des sondages sur Internet avec des échantillons représentatifs de la population israélienne. Tout cela est très compliqué. Et tout cela, rajouté au fait dont on a parlé tout à l'heure, qu'il y a 18% d'indécis, eh bien, on peut s'attendre, Nathalie, à des surprises. Des surprises, et vous serez avec nous tout au long de cette semaine sur plateau et par téléphone pour nous en parler. Merci Dror d'avoir été avec nous ce matin. Les élections approchent à grands pas, on en parle tous les jours sur les plateaux de Guisen TV, entre les promesses de campagne, les tacles lancés par les uns aux autres. Chacun tente de séduire à sa manière. Mais pour séduire Leslie, les candidats n'ont pas tous la même méthode. Est-ce qu'ils ont songé au fait que finalement, souvent, un bon slogan ne suffit pas toujours ? Tout à fait, Nathalie. Quand un représentant politique va arriver sur scène pour un discours lors d'une sortie officielle, l'une des choses les plus importantes, c'est son comportement, mais aussi ses choix vestimentaires, comment il est habillé, puisqu'avant même d'ouvrir la bouche, c'est ce que tout le public va regarder. Et c'est de ça que vous avez décidé de nous parler aujourd'hui. Je me suis tournée aujourd'hui, j'ai laissé la politique de côté, et j'ai plus regardé comment il s'habille chaque jour au quotidien, et surtout lors des sorties officielles. Alors on y va, allez-y, commencez à les mettre en boîte, nos hommes et nos femmes politiques. On commence par Benyamin Netanyahu, évidemment. On le connaît. C'est l'actuel Premier ministre d'Israël. On voit dans ses photos une assurance naturelle, une élégance à l'occidentale. Mais il y a quand même un bémol sur ses tenues. Il est constamment avec des cravates rouges ou bleues. Alors je ne veux pas interférer dans ce qui est quand même votre domaine de prédilection, c'est-à-dire la mode, mais il y a un code des couleurs. Rouge, bleu pour les cravates, ça signifie quelque chose. Effectivement, le rouge, c'est le besoin de conquête, toujours aller de l'avant, vouloir toujours plus. Et le bleu, c'est la loyauté, la sérénité et la sincérité. Il faut une certaine carrure et beaucoup de caractère pour porter ces couleurs, mais c'est dommage qu'il se ferme à uniquement le rouge et le bleu avec tous les choix qu'on a aujourd'hui. Parce qu'il y a d'autres couleurs, alors néanmoins, on le souligne quand même, de la carrure, du caractère, vous le soulignez, ça se construit au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des années, et dans cet exercice-là, Benyamin Netanyahu est rompu à l'exercice, on va dire. Il n'est pas tout jeune en politique. Il n'a pas eu besoin ni de construire, ni d'évoluer avec le temps, depuis toujours. Depuis ses 26 ans, puisqu'il a commencé sa carrière politique. On voit cette image. Là, il avait à peine 26 ans. Il était aux États-Unis conseiller en économie. Et il avait déjà cette carrure, cette prestance, c'est quelques années plus tard. Mais on voit qu'au fil des années, il ne change pas des masses. Il a juste la cravate rouge. Elle est toujours là. Elle n'a pas changé. Elle est devenue juste de plus en plus rouge, plus flamboyante avec le temps. De plus en plus claire. C'était du bordeaux, on est passé au rouge plus flamboyant. Exactement. Et on voit aussi qu'il a quand même de moins en moins de cheveux. C'est à souligner. La petite La toche, politique, ça doit être assez dur à gérer. On s'arrache parfois les cheveux. Mais dites-moi, est-ce que vous avez remarqué, on va changer un petit peu mon reste sur Bibi, la ressemblance entre Avigdor Lieberman et Benyamin Netanyahu? Alors je sais pas, en dehors du fait qu'il fasse liste commune maintenant, ah oui, en effet. Vous connaissez le jeu de cette erreur? Alors on y joue. Quelle est l'erreur? La cravate, mais on sait très bien déjà, on l'a dit, Benyamin Netanyahu c'est le rouge ou le bleu. Et Lieberman. Voilà, et là on a exactement la même chose. Les mêmes cravates, le même costume, la même chose, juste la pince à cravate. La petite touche de Avigdor Lieberman. Avigdor Lieberman qui donc prend le soin de rajouter cette pince à cravate. C'est le détail qui fait toute la différence. C'est ça, mais j'ai quand même un petit conseil à leur donner à Bibi et Yvette, que même si on unit les listes électorales, c'est pas pour autant qu'on doit unir les armoires. Donc restez avec deux armoires différentes, vous habillez pas forcément pareil. On continue avec qui On reste dans la famille Netanyahou et on va aller plus vers la femme, Sarah Netanyahou.
Vous l'avez reconnue, tout en or sur cette photo. Elle est particulièrement décriée en Israël. Elle n'est pas très appréciée du public. Elle ne fait pas forcément l'unanimité. C'est pourtant la première dame, elle est censée représenter la classe israélienne. Franchement, c'est pas gagné. Hein. Là, bon, c'est pas grave, on a sauté une petite photo. Là, elle descend de l'avion avec son mari. Main dans la main, elle est habillée tout en noir. On a l'impression qu'elle est en deuil toute l'année. Elle n'a pas de couleur. Vous êtes dur, Leslie. Pas de couleur pour Sarah Netanyahou. Voyons voir ce que ça donne quand elle met des couleurs. Voyons voir ce que ça donne quand elle met des couleurs. C'est un vrai feu d'artifice. Ça fait limite mal aux yeux, s'il vous plaît. Vous n'avez pas des lunettes de soleil pour m'aider. Il n'y a aucune concordance entre elle et Benjamin Netanyahou. Elle est venue ici le soutenir lors d'un discours officiel. Et là, on ne voit plus qu'elle. Et quand on la met dans le public, voilà, c'est impossible. Là, pour le coup, il aurait mieux fallu s'habiller en noir. Vraiment. Là, pour le coup, c'est le noir que vous lui auriez conseillé. Exactement. Vous m'avez parlé en début, on a cité des femmes et les hommes politiques dont vous alliez nous parler. Alors, qu'en est-il de Tzipi Livni, Shelly Yachimovitch et puis toute la... On en vient. Shelly Yachimovitch, je ne les oublie pas. Elle fait partie Elle est dans le parti travailliste, à la tête de ce parti. C'est une femme extrêmement féministe. Mais qui dit féministe ne dit pas obligatoirement masculine. Elle doit absolument faire attention à elle et devenir plus coquette. Là, elle est allée faire un discours à l'université du Technion à Haïfa devant tous les étudiants. La chemise n'a aucun style, la couleur est délavée, il n'y a plus rien. Les cheveux, une catastrophe, pas de maquillage. Donc ça, vous y allez fort quand même. Hein? Non, regardez Rachida Dati, quand elle sort et qu'elle est décontractée, elle est avec un petit polo, un maquillage, des perles aux oreilles, un sac à main. On ne peut rien demander de plus et c'est vraiment une élégante décontraction. Une élégante décontraction. Donc, vous conseillez à Shelly Yachimovitch de prendre exemple sur Rachida Dati. Exactement. L'autre incontournable de cette campagne législative, c'est quand même Tzipi Livni. Vous en parlez un petit peu. On ne peut pas passer à côté. C'est clair. Son parti politique est au centre, voire sans ligne tout à fait définie, comme ses choix vestimentaires. C'est ni une catastrophe, ni très recherché. Elle est tout le temps en noir et blanc. Quand elle va voir les hommes politiques, on dirait qu'elle va absolument s'habiller pareil. Si elle veut que je lui prête ma cravate, ça sera un peu plus personnel et plus sympathique. Alors justement, vous parliez tout à l'heure du code des couleurs pour Benjamin Netanyahou. Est-ce que Tzipi Livni, elle en fait usage ou est-ce que c'est seulement noir et blanc? On la voit. Elle en fait usage, noir et blanc, ce sont ses couleurs. Le noir, on le sait, c'est l'élégance, mais c'est aussi la dureté et que c'est très fermé en même temps. Et le blanc, c'est l'honnêteté, la sincérité et la pureté. Tant dire que c'est Donc, vous lui proposeriez de prendre exemple sur qui, par exemple? Tout à l'heure, Hillary Clinton. Hillary Clinton, d'accord. Hillary Clinton. Ici, on voit qu'elle fait usage de la couleur, le turquoise, un collier de perles, des boucles d'oreilles, un brushing, c'est frais, c'est aéré, et ça fait du bien aux yeux le matin ou peu importe quand on le voit. Là, on dirait un peu une veste du style Chanel, un chignon pour ramasser les cheveux de temps en temps. Quoi de mieux? C'est vraiment un sans faute. Leslie, femme, ok, on en parle, on ne s'arrête pas. Moi, il y en a un qui a quand même concentré mon attention pendant ces élections. Vous croyez quand même pas que je l'ai oublié? Ah, allez-y alors. On parle de Yair Lapid, si je ne m'abuse. Allez. Alors, voilà le playboy de la scène politique. Bon, là, il était beaucoup plus jeune. Il s'est un petit peu blanchi. Les cheveux sont un peu plus grisonnants. Moi, ça lui va bien. Un peu à la Georges Clooney, si on veut. Allez, on ose la comparaison. C'est le dernier venu. Son expérience audiovisuelle, puisqu'il travaillait à la chaîne 2, l'une des chaînes les plus regardées en Israël. Donc, il sait comment se tenir devant une caméra. C'est un peu le Laurent Delahousse, il faut qu'on le resitue pour nos téléspectateurs et téléspectatrices. C'est un peu le Laurent Delahousse de la télévision israélienne. Exactement. Il sait qu'il est beau, il sait qu'il plaît. Donc, il va jouer la carte de la simplicité et ne pas abuser ni dans les couleurs ni dans son caractère. Et c'est franchement un sans faute pour lui. Un sans faute, et on imagine, on en a parlé avec Dror un peu plus tôt dans cette émission, on imagine qu'il fera monter l'électorat au cours de ces législatives. Leslie, merci d'avoir mis en boîte nos hommes et femmes politiques. Merci d'être venu ce matin sur notre plateau. Une dernière chose, vous n'aviez pas un collier ce matin? Ah non, mais pas avec moi. Vous faites avec les hommes et les femmes politiques, grave, mais avec moi on le verra en coulisses. Merci Leslie, excellente journée. Merci à vous. C'est donc tout pour cette édition. Merci à ceux qui ont permis de la réaliser. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain, 8h30 heure israélienne, 7h30 heure française. On parlera de langue hébraïque, l'ivrite, comment on l'a fait renaître, comment on l'a fait revivre partout dans le monde, mais surtout en Israël. C'est tout pour le moment. Excellente journée et d'ici demain,
Portez-vous bien.